Le seuil des petites entreprises qui passent donc de 4 millions d'euros pour le total du bilan à 6 millions. Pour le chiffre d'affaires, il passe de 8 millions à 12 millions et par contre, le seuil de salariés reste à 50 salariés. Il y a quelques allègements pour les petites entreprises, donc présentation simplifiée des comptes annuels. Possibilité d'opter pour un amortissement de leurs fonds commerciaux sur 10 ans. Retenir la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations, ça c'est généralement déjà ce qu'on fait, et possibilité de ne pas rendre public les comptes de résultats. Bon, c'est des mesures d'allègement qui sont quand même relativement limitées. La création, donc par la loi Pacte, de la notion de moyenne entreprise, et donc le seuil qui définit ces moyennes entreprises est fixé au niveau maximum prévu par le droit européen. Donc 20 millions d'euros pour le total du bilan, alors que pour les petites entreprises, on est passé à 6. 40 millions pour le chiffre d'affaires et 250 salariés. Allègement prévu pour ces moyennes entreprises, donc présentation simplifiée des comptes annuels et possibilité à ne rendre public qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Après, que le bilan soit présenté sous forme simplifiée ou sous forme développée, ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'on peut retrouver les différents éléments. La loi Pacte. Donc les prochaines étapes de la loi Pacte. Donc le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises. Donc il a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 11 avril 2019, après plusieurs retours et pas mal de débats. Ce texte a fait l'objet de plusieurs saisines du Conseil constitutionnel, en application donc de l'article 61 de la Constitution. Il n'y a pas eu grand-chose de retoqué. Donc la loi devrait être promulguée au plus tard la deuxième quinzaine de mai. Donc elle a été promulguée, comme je disais tout à l'heure, le 29 mai. Il y a des décrets d'application qui sont sortis. Ils ne sont pas encore tous sortis. Seront promulgués dans la foulée de la promulgation de la loi Pacte donc 2 décrets qui fixeront les seuils au-delà desquels les sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes. Donc 2 des 3 critères des seuils européens. Donc 4 millions de total de bilan, 8 millions de chiffre d'affaires à 50 salariés. Donc ça c'est sorti. Les seuils au-delà desquels un ensemble, personnes et entités contrôlantes plus sociétés contrôlées, constitue un petit groupe. Donc ça, c'est une nouvelle notion, la notion de petit groupe en matière de commissaire aux comptes, avec les mêmes seuils que les seuils de fixation, donc des obligations d'avoir un commissaire aux comptes dans les sociétés. Les seuils au-delà desquels les sociétés contrôlées directement ou indirectement, avec cette notion de filiale significative, qui est aussi une nouvelle notion d'un petit groupe, sont tenus de désigner un commissaire aux comptes. Donc 2 des 3 critères des seuils filiales significatifs, donc ces seuils sont en cours de définition. Donc les nouveaux seuils de nomination des commissaires aux comptes. Donc vous saviez qu'avant, si vous étiez en SA, si vous étiez en société en commandite par action, donc en SCA ou si vous étiez une société européenne, il n'y avait pas de notion de seuil. Vous étiez obligatoirement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Donc avec la loi Pacte, c'est plus vrai. Donc si vous êtes en SA, les autres types de sociétés, on les voit très peu, les SCA ou les SE, ils sont également soumis au seuil, au même seuil que pour les autres entreprises. Donc, ce qui fait que les seuils pour les SCS et les sociétés en communauté simple, les SARL, les SNC ou les SAS, donc les SAS qui jusque-là avaient également un seuil spécifique qui était de 1 million de total de bilan, 2 millions de chiffre d'affaires et 20 salariés. Donc pour toutes ces sociétés, les seuils sont unifiés et donc sont alignés sur les seuils européens, donc de 4 millions, 8 millions, 50 salariés. Et donc ça concerne maintenant toutes les sociétés. Donc toutes les sociétés sont soumises à ce seuil. En dehors de ce seuil, elles ne sont pas obligées de nommer un commissaire aux comptes. Donc le principe, c'est l'application aux exercices clos postérieurement à la publication du décret, donc le décret du 29 mai. Les nouvelles dispositions, donc sous réserve d'exception, s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret donc, qui fixe les nouveaux seuils de nomination. Donc quelqu'un qui clôture au 31 décembre, le décret est sorti le 29 mai 2019. Donc ça s'applique
à compter du premier exercice clos postérieurement, donc à partir de l'exercice ouvert à partir du 1er janvier 2020 si on clôture au 31 décembre. Donc les décrets fixant les seuils donc, devront paraître prochainement. La notion de petit groupe. Un petit groupe, c'est un ensemble qui est formé par une personne ou une entité, donc non EIP, et non astreinte à publier des comptes consolidés, donc qui contrôle au sens de l'article L223.3 une ou plusieurs sociétés et qui dépasse 2 des 3 seuils fixés par décret, donc toujours les fameux seuils européens. Les chiffres à retenir, donc pour voir si on dépasse les seuils, sont les chiffres agrégés tels qu'ils ressortent des derniers comptes annuels arrêtés de la tête de groupe et des sociétés contrôlées qui composent de petits groupes. Alors des chiffres d'affaires agrégés, c'est quoi? C'est en fait tout simplement le cumul des chiffres d'affaires des différentes entités, sans neutralisation des opérations inter-entreprises dans le groupe. On, on a la tête de groupe qui fait 1 million de chiffre d'affaires, on a 2 sociétés qui chacune font 4 millions de chiffre d'affaires, on cumule 4 plus 4 plus 1, ça fait 9 millions, donc on dépasse le seuil de 8 millions, donc on est astreint à avoir un commissaire aux comptes. Même si dans le million de la mère, le million est ensuite du chiffre d'affaires de la mère et du chiffre d'affaires en fait qui concerne les sociétés filles. Donc on n'annule pas, on cumule. C'est ça des comptes. C'est ça des comptes agrégés, contrairement à des comptes consolidés où on annule toutes les opérations intergroupes. Une tête de petit groupe, c'est une personne, donc une entité donc, qui contrôle une ou plusieurs sociétés et dont l'ensemble dépasse les seuils fixés par décret. Donc cette tête de groupe peut être elle-même en deçà ou au-dessus des seuils européens. Donc on se fixe au niveau du petit groupe. Qu'est-ce qu'une filiale significative au sein d'un petit groupe? Une filiale significative au sein d'un petit groupe, c'est une société qui est contrôlée directement ou indirectement et qui dépasse les seuils fixés par décret. Donc, quelles entités au sein d'un petit groupe sont concernées par la nomination d'un commissaire aux comptes? Donc là, on a deux cas possibles, soit la personne ou l'entité mère qui a un seuil inférieur au seuil de l'Union européenne. Donc, CAC obligatoire, sauf si la mère du petit groupe est elle-même contrôlée par une entité ayant un CAC, avec possibilité d'avoir une mission de 3 exercices ou une mission de 6 exercices. Donc, mission de 3 exercices, c'est également une nouvelle notion qui rentre dans la loi PAC. Donc, si la société fille a un seuil inférieur au seuil de filiale significative, pas de CAC, sauf volontairement, mission de 3 exercices ou mission de 6 exercices. Donc, si on n'a pas l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, mais qu'on le fait volontairement, on a la possibilité d'opter pour une mission de 3 exercices au lieu d'une mission de 6 exercices. Si la société fille dépasse les seuils de l'Union européenne, donc là, la mission de 6 exercices est obligatoire. Donc là, on est obligé de nommer un commissaire aux comptes dans les conditions qu'on a l'habitude de connaître, donc pour 6 exercices. Si la personne ou l'entité mère dépasse les seuils de l'Union européenne, le CAC est obligatoire pour une mission de 6 exercices. Si les seuils de l'Union européenne sont supérieurs à la société fille et supérieurs à la société filiale significative, une mission de 3 exercices ou mission de 6 exercices. Donc, le fait de ces nouveaux seuils, il y a quand même un impact pour les commissaires aux comptes, puisqu'il y a, je crois que c'est 70% des mandats des commissaires aux comptes qui vont disparaître quand même, s'il n'y a pas de nomination volontaire. Alors, ça ne représente pas 70% du chiffre d'affaires, puisque c'est de toute façon les plus petites entités qui vont disparaître. Ça représente, pour certains confrères, autour de 40% quand même de leur chiffre d'affaires qui disparaît. Donc, application des nouvelles obligations aux petits groupes. N étant le premier exercice après la publication des seuils, donc publication de la loi PAC, publication des décrets. La clôture N, on prend en considération donc les seuils pour déterminer s'il convient ou non
de désigner un commissaire aux comptes en N+1. Donc on s'arrête à la clôture N pour voir si on dépasse ou pas les seuils et si on a obligation de nommer le commissaire aux comptes ou pas. Le cas des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi. Donc les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur se poursuivent jusqu'à leur terme. Donc même si on se positionne à la clôture de N, on n'atteint pas les seuils de l'Union européenne, mais qu'on a déjà un CAC, le commissaire aux comptes poursuit sa mission jusqu'au terme de ces 6 ans. Même si il est dans sa première année de mandat, il continue pour 6 ans. Toutefois, quelle que soit leur forme, les sociétés donc, qui ne dépassent pas les seuils de l'Union européenne ont la possibilité de choisir de demander à leur commissaire aux comptes d'opter pour la mission de 3 exercices. Mais donc c'est soumis à l'accord du commissaire aux comptes qui peut très bien refuser les 3 exercices et dire non, non, je poursuis jusqu'au 6e exercice. Donc voilà le schéma. On a nommé commissaire aux comptes en année N. On est en année entre l'année N+1 et N+2 au moment de la promulgation de la loi 5. Et ben, le commissaire aux comptes poursuit son mandat jusqu'à son terme, donc en année N+5, avec possibilité quand même d'opter pour la mission de 3 exercices. Si le mandat se termine en 2019, donc pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'Assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du 6e exercice, que cet exercice a été clos 6 mois au plus avant la publication du décret qui fixe les seuils de nomination de commissaire aux comptes, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi Pacte et qu'à la clôture, donc tout ça c'est cumulatif, de ces comptes, la société ne dépasse pas 2 des 3 seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation. Et avec un schéma, ça va aller mieux. Donc premier exemple, on clôture cet exercice du 31 décembre et à la clôture de l'exercice, on ne dépasse pas 2 des 3 nouveaux seuils. La loi Pacte est publiée en mai 2019, le décret est publié en mai 2019. Donc on ne dépasse pas les 2 des 3 seuils au 31 décembre. En plus, l'exercice est clos depuis moins de 6 mois au moment de la publication du décret. On tient notre assemblée générale au mois de juin. La fonction du commissaire aux comptes avait expiré avant l'âge d'approbation des comptes. Et bien dans ce cas-là, on peut être dispensé de l'obligation, on est dispensé de l'obligation de nommer un commissaire aux comptes parce qu'on a tenu notre assemblée générale postérieurement à la date de publication du décret. On aurait clôturé au 31 décembre, on n'aurait pas dépassé les seuils, mais au lieu de tenir notre assemblée générale au mois de juin, on aurait tenu au mois de mars ou au mois d'avril. Donc avant la publication, on était tenu par l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, et donc on avait le commissaire aux comptes pour 6 ans, sauf accord pour réduire sa mission à 3 ans. Pour les entreprises qui ont clos leur exercice avant le 31 décembre 2018, donc là dans notre exemple, on a clôturé au 30 novembre 2018, c'est arrivé chez nous pour certains de nos clients. Au 31 novembre 2018, on ne dépasse pas 2 des 3 nouveaux seuils. La loi Pacte a été publiée en mai, le décret est publié en mai. L'exercice est clos depuis moins de 6 mois, mais l'exercice est clos antérieurement au 31 décembre 2018, avant. Donc on a moins de 6 mois entre le 30 novembre 2018 et la publication des décrets le 29 mai 2018. Ça fait pas tout à fait 6 mois. Quand bien même on a notre assemblée générale qui se tient au mois de juin 2019, avec des fonctions du CAC qui expiraient à l'assemblée générale, on a quand même l'obligation de nommer un commissaire aux comptes parce que l'exercice était clos avant le 31 décembre 2018. Donc la possibilité de ne pas nommer un commissaire aux comptes,
Ça concerne uniquement les exercices clos à partir du 31 décembre 2018. Alors même qu'ici, on a tenu notre assemblée générale après la date de publication du décret. C'est clair là-dessus? J'essaie de résumer à peu près. Et pour terminer, quelques actualités diverses. Donc, congé de maternité des travailleuses indépendantes. Donc là, c'est quelque chose qui est nouveau, hein, puisque jusque-là, elles avaient quasiment aucun droit en matière de congé de maternité. Donc le congé de maternité des travailleuses indépendantes est aligné sur celui des salariés. Donc c'est un décret qui a été publié au journal officiel donc le 29 mai, hein, en même temps que la loi Pacte. Donc il fait converger les règles relatives au congé de maternité des travailleuses non salariées avec celles applicables aux salariés. Les indemnités journalières peuvent être versées pendant la même durée que celles prévues pour les congés de maternité des salariés. Les travailleuses indépendantes doivent respecter une durée minimale d'interruption d'activité de 8 semaines, dont 6 semaines de repos postnatal pour bénéficier de l'allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières. Donc, elles ont les mêmes, les mêmes droits que les salariés, mais elles ont également les mêmes obligations, et donc notamment elles doivent respecter ces 8 semaines d'arrêt, ce qui n'arrivait pas souvent auparavant. Hein. On a vu des travailleuses indépendantes qui quasiment travaillaient jusqu'au moment de partir à la maternité, hein, et qui 2 semaines après étaient revenues. Donc là, si elles font ça, par contre, elles ne pourront pas bénéficier d'indemnité journalière, elles doivent respecter au moins les 8 semaines, donc 2 plus 6. Alors, le décret prévoit le calendrier ci-dessous. Donc l'allongement de la durée de versement des IJ s'applique aux indemnités qui sont versées pour compenser les arrêts de travail et à la maternité débutant le 1er janvier 2019. La condition de cessation d'activité de 8 semaines s'appliquerait aux cessations d'activité qui débutent à compter du 30 mai 2019, donc le lendemain de la publication du décret au journal officiel. Le décret procède aussi à des simplifications de calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité pour les travailleurs indépendants, notamment en supprimant la condition d'être à jour des cotisations. On avait un travailleur indépendant qui était malade, donc qui pouvait bénéficier d'indemnités journalières, sauf que s'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales, il ne bénéficiait pas, on ne lui versait pas d'indemnité journalière. Là, c'est plus le cas. Quand bien même il ne serait pas à jour de ses cotisations, il pourra bénéficier d'indemnités journalières. Donc ces nouvelles modalités de calcul des IJ en fonction des cotisations effectivement acquittées s'appliqueront à compter du 1er janvier 2020. Un petit point sur les soldes. Donc vous savez que les soldes ont débuté le 26 juin 2019. De plus en plus, la durée des soldes est remise en question, hein, et se déroule pendant 6 semaines pour se terminer le 6 août 2019. Donc ce sont ces mêmes dates qui s'appliquent sur Internet, hein, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. Pour l'hiver prochain, les dates des soldes seront fixées par un arrêté et leur durée pourra varier entre 3 et 6 semaines. Hein, donc l'idée c'est de les réduire. Et donc il y a déjà un décret qui est sorti le 27 mai 2019 et qui a fixé les prochaines soldes à 4 semaines, donc qui débuteront le 8 janvier 2020. Et donc là, on nous dit qu'elles peuvent varier de 3 à 6 semaines et on entend qu'elles pourraient éventuellement tomber à 2 semaines. Voilà ce que je voulais vous dire.